only know how much we love someone when we know what we're willing to sacrifice. I never asked myself that kind of question. Without knowing why, without asking myself how far I would be prepared to go for love. Sometimes it's better not to know. Heavy Rain, à sa sortie, ne fit pas l'unanimité. Son gameplay contextuel, nécessitant la plupart du temps d'enchaîner des séquences de boutons, se pliait en effet à une expérience cinématographique, certes immersive, mais manquant par moments de finesse. Mais si Heavy Rain a clairement divisé les joueurs, y compris à la rédaction de No Life, il n'en proposait pas moins une expérience autre, à la fois originale et audacieuse. On était donc curieux de voir ce qu'allait pouvoir proposer Quantic Dream avec Beyond Two Souls, raison pour laquelle nous avons été visiter le studio français où plus de 170 personnes travaillent aujourd'hui sur cette exclusivité PlayStation. En fait, je réfléchissais au concept de Beyond dès la fin de Heavy Rain. En fait, la dernière année sur un projet est toujours un peu particulière pour moi parce que je suis en train d'anticiper ce que je vais vouloir faire derrière. J'ai la chance et la responsabilité d'avoir une grosse équipe, donc je ne peux pas me permettre après un projet de prendre un an pour réfléchir à ce que j'ai envie de faire. Donc il faut essayer de limiter le temps, l'intervalle entre deux projets. Donc on est parti assez vite sur cette idée d'essayer de rebondir un peu sur ce qu'on avait découvert avec Heavy Rain, sur la manière de raconter une histoire, l'émotion, tout ce que les gens avaient apprécié. Et en même temps avec une vraie envie de faire quelque chose de différent, c'est-à-dire de ne pas se répéter, de ne pas simplement faire une suite ou une répétition de ce qu'on avait déjà fait, mais d'essayer de voir comment on pouvait aller plus loin et explorer d'autres possibilités, d'autres décisions. Et voilà, peut-être qu'en fait il y a eu deux influences un peu sur le... J'ai toujours été assez fasciné par les... Parfois on voit des gens dans le métro qui sont des sans-abri ou autres qui parlent à quelqu'un d'invisible et qui ont un dialogue avec quelqu'un qu'on ne peut pas voir, mais visiblement où il y a un dialogue, où il y a un échange et parfois ils s'énervent, etc. Et on se demande toujours s'il y a personne ou si peut-être qu'eux voient quelqu'un qu'on ne peut pas voir et qu'il y a vraiment un dialogue avec quelqu'un ou quelque chose. Et c'était vraiment une des réflexions de se dire ok, qu'est-ce que ça donnerait s'il y avait effectivement quelqu'un qu'on ne pouvait pas voir. Et l'autre point de départ un peu sur le projet a été un événement un peu plus personnel où j'ai perdu quelqu'un de proche. Et voilà, de manière, c'est toujours quelque chose qui est assez brutal et assez dur. Et voilà, c'était aussi l'envie d'essayer de voir comment on pouvait parler de ça, de la mort et de ce qu'il y a de l'autre côté d'une manière différente. Et pourquoi pas dans un jeu qui est finalement un média aussi légitime pour parler de ces sujets-là que n'importe quel autre. Une histoire personnelle donc, pour un scénario digne d'un gros blockbuster hollywoodien ayant pour tête d'affiche Willem Dafoe et Ellen Page. Beyond Two Souls s'éloigne ainsi du thriller multipersonnage qu'était Heavy Rain pour se rapprocher du fantastique. S'il met en scène plus de 300 personnages, il propose cette fois-ci une seule héroïne, ou presque. On incarne en effet Jodie, une jeune fille différente connectée à une entité nommée Aiden, qu'elle seule peut voir et contrôler, excepté le joueur bien sûr. L'histoire suit donc ce personnage à deux visages sur une période de 15 ans tout en privilégiant une narration syncopée, non chronologique, à la Pulp Fiction. Mais si Beyond Two Souls n'a plus grand chose à voir avec Heavy Rain, d'un point de vue narratif, il semblerait que les développeurs aient également cherché à l'en distinguer d'un point de vue gameplay. Si l'on en croit David Cage, les QTE auraient ainsi été supprimés ou presque. On cherche jeu après jeu à trouver l'interface idéale qui est probablement invisible et imperceptible. Et jeu après jeu, on essaye petit à petit de se rapprocher d'une interface qui à la fois permette une immersion, permette un sens du mimétisme et en même temps soit aussi discrète que possible. Donc on était déjà dans cette démarche dès avant la fin de Heavy Rain où on se disait comment est-ce qu'on peut faire pour diminuer ça? Comment est-ce qu'on peut faire aussi pour ne pas dire au joueur ce qu'il a à faire mais lui permettre en regardant et en analysant l'image de dire c'est ça que je dois faire maintenant, je comprends le mouvement et c'est moi qui le fais, c'est moi qui le décide. Et ça a été toute la source du travail vraiment sur Beyond, c'est comment rendre cette interface plus discrète et plus intuitive. C'est un vrai challenge et on pourrait facilement se dire bon, on n'a qu'à appuyer sur croix et puis ça y est c'est bon, à chaque fois que je veux faire une action j'appuie sur croix comme dans beaucoup de jeux vidéo. On a essayé de garder cette notion de mimétisme et cette notion de dérouler les mouvements avec le stick analogique droit qu'on avait dans Heavy Rain, mais avec cette différence que cette fois on n'affiche plus de prompt, on laisse le joueur voir par lui-même quel est le mouvement qu'il doit faire. Et on est assez surpris parce qu'en fait on se rend compte que le prompt est inutile puisqu'il n'y a qu'à regarder l'image et on sait ce qu'on doit faire. On s'est aussi rendu compte que certains hardcore, quand ils voyaient des prompts à l'écran, ne comprenaient pas trop ce qu'ils voyaient et se disaient bon, c'est une espèce de Dragon Slayer, je suis dans une vidéo et j'appuie sur des boutons et ça déroule des films.
Et on s'est un peu battu sur Heavy Rain pour essayer d'expliquer que c'était pas ça le jeu qu'on était en train de faire. On est en contrôle du personnage tout le temps, chaque seconde. Et quand il y a des prompts, c'est simplement pour remplacer le bouton croix qu'on a dans tous les jeux vidéo. Nous, on avait un prompt qui était un peu plus présent. Et les séquences d'action étaient un peu orientées aussi différemment. Et ça a plus été un problème pour les gens qui n'ont pas joué à Heavy Rain que pour les gens qui ont joué, qui ont bien vu que l'expérience reposait évidemment pas là-dessus. Maintenant, c'est quelque chose qu'on a voulu adresser aussi, et d'abord en termes de game design, pour dire comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une interface qui soit plus intéressante et plus jouable, tout en conservant le fait que ce soit spectaculaire, que ce soit contextuel, que ce soit chorégraphié, et qu'on ait quelque chose qui soit joli tout le temps, et surtout que chaque séquence d'action soit différente et qu'on ne soit pas obligé, comme dans beaucoup de jeux vidéo, de revenir toujours aux mêmes mécaniques et d'appuyer sur les mêmes boutons pour donner les mêmes coups, pour faire un peu la même chose. Qu'on ne soit pas obligé d'avoir des combats pied-point toutes les 5 minutes dans le jeu pour justifier qu'on fait aussi du combat, mais qu'on puisse garder cette approche contextuelle et qui nous semble extrêmement forte et participe beaucoup au voyage pour le joueur. Ce qu'on essaye de faire avec Beyond, c'est avant tout un voyage plus qu'un challenge. Le but n'est pas de donner une série d'obstacles ou de puzzles qui sont de plus en plus durs au fur et à mesure qu'on avance, mais au contraire d'avoir une expérience qu'on vit, d'avoir une espèce de voyage dans la vie de quelqu'un et d'être confronté avec cette jeune femme, Jodie Holmes, au moment facile ou au moment désagréable de sa vie, d'avoir des décisions à prendre, voir l'impact qu'elles vont avoir. Et c'est vraiment toute cette expérience-là qui nous intéressait, mais ça voulait dire aussi qu'il fallait qu'on ait une approche différente des mécaniques par rapport à l'approche traditionnelle des jeux vidéo. Et c'est un travail qu'on continue d'explorer, de creuser, parce que je pense qu'il y a quelque chose de vraiment, en tout cas nous, qui nous intéresse beaucoup dans cette démarche-là. Nous avons en effet constaté que le jeu n'enchaîne plus les séquences Simon, demandant de taper sur rond, carré, croix, croix et d'autres combinaisons de boutons de ce type. Cette fois-ci, les éléments interactifs sont suggérés par un point blanc, assez discret, nécessitant un mouvement naturel du stick analogique. Un principe que l'on retrouve dans les combats du jeu et qui n'a pas été facile à appliquer, ces derniers proposant une mise en scène multipliant les angles de caméra, d'où un problème potentiel de lisibilité pour le joueur. Alors l'immense difficulté à laquelle tous les développeurs de jeux vidéo sont confrontés, sauf quand on fait du FPS, c'est la gestion de la caméra. Alors il y a une solution qui est assez simple, qui est adoptée par un grand nombre de jeux, qui consiste à mettre la caméra dans le dos du personnage, qui permet d'avoir une caméra qui a le même référentiel que le personnage, puisqu'on est dans le même axe, donc la gauche est la gauche, la droite est la droite, pour le personnage et pour la caméra, et non pour l'utilisateur. C'est extrêmement fonctionnel, ça marche très bien, puisqu'il y a un paquet de jeux qui utilisent ce système. Par contre, l'énorme désavantage que ça a, c'est qu'on a une caméra en permanence dans le dos du personnage, donc cette caméra ne raconte pas grand-chose, on n'a pas vraiment de sens de la cinématographie, on n'a pas d'émotion, enfin on a une caméra utilitaire qui est là pour montrer, mais qui n'est pas là pour raconter ou porter quelque chose. Et nous, dans le type d'expérience qu'on essaye de créer, avoir un sens de la cinématographie en permanence et pas que dans les cutscenes, parce qu'on a très peu de cutscenes, on voulait que même quand on se déplace et qu'on explore une pièce, il y a une caméra qui raconte quelque chose, qui pose une ambiance, qui soit en cadre serré, si on veut créer une ambiance oppressante, ou au contraire aérée, si on veut quelque chose qui vive, qui bouge, qui se déplace, qui raconte quelque chose à travers le cadre et à travers le montage. C'est aussi vrai évidemment dans les séquences d'action. Je ne parle pas vraiment de séquences de combat, parce que il n'y a pas des séquences de combat et le reste du jeu, il y a un jeu qui se veut homogène et surtout qui se veut non répétitif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 2 fois la même séquence d'action dans le jeu. Donc on va se battre pied-point, mais la fois d'après, ça sera complètement autre chose, et la fois d'après, on fera encore autre chose, et tout ça utilise la même interface, mais dans des contextes radicalement différents. Et le rôle de la caméra est extrêmement important, puisqu'on a des problèmes de référentiel. Dès qu'on a un cut de caméra, on change de référentiel, donc le joueur peut être perdu. Et c'est vrai dans un certain nombre de cas. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus, essayer de trouver des solutions. Je pense que ça fonctionne plutôt bien. On est encore en train de travailler dessus. Mais ce qu'on met en place, on essaye de trouver la meilleure solution pour avoir à la fois un sens de la cinématographie et avoir un gameplay qui soit adapté, en étant vigilant sur la manière dont on monte, en faisant des compromis évidemment sur la cinématographie. On ne peut pas en faire sur le gameplay, pour essayer que ce soit non pas perturbant pour le joueur, mais qu'au contraire, ça vienne enrichir son expérience de jeu et que ça apporte au côté spectaculaire de l'expérience. À tout moment, on peut quitter le corps de Jodie pour emprunter celui immatériel d'Aiden. On passe alors en vue subjective, avec la capacité de traverser les murs et d'interagir physiquement avec certains éléments du décor que l'on peut déplacer ou activer. Aiden reste lié, dans tous les sens du terme, à Jodie et dispose d'un rayon d'action limité dont l'épicentre est le corps de la jeune fille. Alors tout le gameplay d'Aiden est un gros travail, puisqu'il s'agissait d'émuler pour le joueur ce que ça veut dire d'être une entité, d'être invisible et d'être un esprit. Donc on a beaucoup travaillé sur le déplacement pour avoir quelque chose qui soit fluide et agréable, qui soit maniable en 3D, qui fasse pas simulateur d'avion, mais bien qui fasse je suis un esprit et je flotte. En l'air
et je suis invisible, je peux traverser les murs et je peux interagir avec la matière de différentes manières. Ce qu'on a voulu faire aussi, c'est éviter le côté j'ai des super pouvoirs et je vais faire des trucs de dingue en appuyant sur un bouton. On a essayé toujours de garder cette logique de mimétisme et d'émulation physique de ce qui se passe à l'écran. Et donc on a un système où on utilise des orbes, qui sont des orbes de pouvoir que Aiden contrôle, et sur laquelle qui sont contrôlés par les 2 sticks analogiques. Donc on a vraiment un système sur lequel on doit concentrer ces orbes à un point précis pour accomplir différentes actions, ou au contraire sur lesquels on va avoir un système de front presque. On va les tirer vers l'arrière, les relâcher pour envoyer ces orbes dans une direction par exemple. Et donc tout ce que peut faire Aiden est vraiment calqué sur cette idée d'émulation physique au stick de ce que peut faire le personnage. Mais si Aiden est une entité immatérielle, permettant d'enrichir l'exploration des environnements et les solutions données aux joueurs pour franchir un obstacle, il n'en reste pas moins un vrai personnage. Ce qui était important pour nous avec Aiden, c'est de ne pas faire d'Aiden un pouvoir de Jodie, ou de ne pas en faire un animal domestique ou quelque chose. Mais on voulait en faire un personnage. On voulait que ce personnage ait une existence, une personnalité, une réalité, parce que ce qui nous intéresse avant tout, c'était de raconter l'histoire de la relation entre Jodie et cette entité, et à quel point cette relation est ambiguë et forcément conflictuelle. Ce sont 2 personnages qui sont attachés l'un à l'autre, qui doivent vivre ensemble. C'est évidemment extrêmement déplaisant pour Jodie, mais c'est aussi extrêmement déplaisant, on l'imagine en tout cas très vite, pour Aiden, qui n'a aucune envie d'être attaché à cet humain et d'être traîné partout comme ça. Donc ces 2 personnages vont devoir apprendre à vivre ensemble, et Aiden, il y a une vraie relation d'amour et de haine en même temps, puisqu'ils se connaissent depuis la naissance de Jodie, et en même temps ils se détestent, puisque Jodie, tout ce qu'elle veut, c'est vivre une vie normale, c'est être débarrassée de cette chose qui lui pourrit sa vie de manière générale, parce que Aiden autant peut être extrêmement affectueux et protecteur, mais il peut aussi être assez jaloux et possessif. Et Jodie est confrontée régulièrement à ça, à l'impossibilité d'avoir une vie normale, parce que cette chose est en permanence au milieu, comme un chien dans un jeu de quilles. Et donc voilà, tout le jeu est d'apprendre à gérer cette relation et de voir où elle va aller. Donc il y a évidemment un grand mystère autour de ça. Aiden a une voix, pour répondre à ta question, que seule Jodie peut entendre et comprendre. Beyond se distingue également de Heavy Rain par sa narration syncopée. On le rappelle, Jodie sera incarnée sur 15 ans de vie. Si on ne joue pas 4 personnages, comme dans Heavy Rain, on pourra incarner plus de 40 Jodie distinctes à différents moments de sa vie. On a vraiment opté pour une narration non chronologique. C'était une décision très tôt dans le développement, qui nous a semblé, en tout cas moi, qui m'a semblé très logique, très vite. Je voulais pas faire les chroniques d'une vie et on l'apprend quand elle est bébé, et puis après on la voit plus grande et puis plus grande. Je voulais vraiment montrer comment les événements peuvent être connectés, comment les conséquences, les causes, comment tout ça formait une vie finalement, et comment certains événements qu'on a vus, qu'on a vécus dans notre vie, font de nous qui on est. Et je trouvais amusant l'idée de voir Jodie à l'âge adulte et de lui voir certains traits de caractère, ou certaines relations, ou certains objets autour d'elle, et de les voir et de se dire tiens, d'où ça vient, et de n'avoir la réponse finalement que 10 scènes plus tard, où on va comprendre qu'elle est comme ça parce qu'il s'est passé ça avant, parce qu'on a vu une scène dans un ordre donc non chronologique. Et ça permettait aussi d'alterner vraiment les scènes d'enfance, d'adolescence, d'âge adulte, en les mélangeant et en s'en servant pour raconter la grande histoire d'une certaine manière du jeu à travers ces moments précis et sans chronologie. Et c'est assez intéressant, en tout cas c'est ce qu'on ressent ici en commençant à bêta-tester le jeu, c'est que ça met le joueur dans une position un peu différente, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il regarde passivement une histoire qu'on lui raconte, il est obligé vraiment de s'intéresser à l'histoire et sans que ce soit une contrainte, mais vraiment parce que simplement il va tout seul reconnecter des événements et se dire « Ah d'accord, j'ai compris, il s'est passé ça parce qu'avant il s'est passé ça ». Et en fait, il interagit avec cette histoire, il remet les pièces du puzzle en place de lui-même et de manière assez naturelle. C'est pas une prise de tête où il faut que je réfléchisse 3 heures pour comprendre ce qu'est l'histoire, ça se passe de manière assez naturelle et assez intuitive, mais ça oblige le joueur vraiment à participer activement, à reconstituer l'histoire et à la remettre dans le bon ordre. On espère donc que Beyond sera une expérience à la fois cinématographique et interactive, à même de gommer certains des défauts de Heavy Rain. Il en prend le chemin en tout cas, au moins dans une certaine mesure. Mais la réussite de ce titre dépendra avant tout de la qualité de son scénario, que l'on espère à la hauteur des ambitions affichées par Quantic Dream. Tell them to leave.
leave me the fuck alone. Because next time, I'll kill everyone. Come on, Aiden. I think they get the message.